Merci d'être avec nous comme tous les lundis. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On démarre ce tour d'horizon, Ilan Greisamer, avec le vote la semaine dernière du budget de l'État hébreu pour les années 2021 et 2022. Ilan Greisamer, qui sont les grands gagnants de cette séquence politique ? Eh bien, les grands gagnants, nous les avons vus parler dans une conférence de presse qui a suivi l'adoption du budget. Et c'est évidemment le Premier ministre lui-même, Naftali Bennett, son second, celui qui le remplacera vraisemblablement bientôt, Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, et je dirais surtout le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, qui triomphe puisque c'est lui qui a véritablement concocté ce budget et qu'il a fini par être adopté. Donc ce sont les trois hommes qui peuvent se glorifier d'avoir fait passer un budget 3 ans après le dernier budget. C'était difficile, c'était très difficile. Ils ont dû vraiment attendu. Travailler. Oui, parce que la coalition a 61 députés et qu'il fallait 61 députés. Donc, on pouvait s'y attendre, mais le grand risque, c'était la défection deux députés, peut-être à qui on aurait proposé monts et merveilles dans l'opposition et qui aurait décidé de faire défection. Bon, ça ne s'est pas produit. Et on pouvait lire sur le visage de Bennett, Lapid et Lieberman qu'ils étaient très contents qu'un tel scénario catastrophique ne soit pas et que le budget ait été adopté. C'est quand même une grande date, c'est quand même une étape importante dans la vie de l'État d'Israël, puisque grâce à ce budget, les différents ministères qui étaient en grande partie limités ou bloqués vont pouvoir mener les politiques sur lesquelles le gouvernement s'est engagé. Et ça permet, Ilan Greisamer, d'assurer la pérennité de ce gouvernement de coalition, au moins pour un an et demi? Bon, écoutez, les crises peuvent se produire et on imagine justement quelle crise, parce que cette coalition de 8 partis politiques comprend des gens qui ont des idées vraiment radicalement opposées sur un certain nombre de choses. Prenons par exemple la question des territoires de Judée-Samarie, des territoires palestiniens. Est-ce qu'il faut construire plus d'implantations juives? Est-ce qu'il faut en construire moins, voire évacuer? Là-dessus, il y a un désaccord total. Donc des crises peuvent se produire. Ou sur, je donne un autre exemple, les questions de religion et État, qui sont extrêmement sensibles en Israël. Oui, on imagine très bien que des crises puissent se produire, mais personnellement, alors on peut faire un pronostic, je crois que cette coalition gouvernementale israélienne est stable parce que personne parmi ses composantes n'a vraiment intérêt à faire échouer l'entreprise. Donc, ces intérêts rassemblés, il se produit une certaine osmose aussi au sein du gouvernement. Ce sont des gens qui se connaissent bien, qui discutent tout le temps, et je dirais même presque dont les points de vue tendent un peu à se rapprocher et à se modérer. Sur quel sujet en particulier? Mais écoutez, on se rappelle par exemple Avigdor Lieberman, qui était très anti-Arab, qui pensait à une solution dans laquelle nous évacuerions les localités arabes israéliennes vers l'État palestinien et un tas de choses d'il y a quelques années. Eh bien maintenant, il converse aimablement avec Mansour Abbas, le chef du parti islamiste Ra'am. Mais les gens ont eu, à mon sens, ont l'air de se modérer. Et les gens de gauche, qui avalent pas mal de couleuvres ces derniers temps, et les gens de droite. Et donc, a priori, il y a des intérêts communs et la stabilité du gouvernement israélien est assurée. Je pense que c'est quelque chose de très important. Indépendamment de toute question idéologique, c'est bien que l'État d'Israël est aujourd'hui un gouvernement stable,
que les gens ne se tirent pas dans les jambes matin, midi et soir, oui, je pense que c'est bien. De l'autre côté de l'échiquier, Ilan Grayzhammer, c'est une défaite politique pour Benjamin Netanyahou et ça ouvre peut-être des discussions en interne au sein du Likoud sur l'après-Bibi, justement. Alors, sur le premier plan, le premier point, oui, tout à fait, c'est une grande défaite de Netanyahou qui a eu dans le passé de grandes victoires politiques, mais là, il a échoué. Il aurait voulu que ce budget ne passe pas, il est passé. Il aurait voulu qu'il y ait des défections, que le gouvernement se scinde. Ça ne s'est pas passé, donc c'est une défaite pour lui. Sur la deuxième question que vous avez évoquée, est-ce que ça va provoquer des ruptures à l'intérieur du Likoud, schisme, des gens vont aller avec Netanyahou, d'autres vont le rejeter? Il est encore trop tôt pour le dire. Chacun, je pense, à l'intérieur et de la droite, de l'opposition israélienne, fait ses calculs. Est-ce qu'il est plus intéressant de continuer à miser sur Netanyahou? Est-ce qu'il faut penser à d'autres leaders? On est dans la phase de réflexion. L'un d'entre eux, l'un de ces dirigeants du Likoud, Edelstein, a déjà dit qu'il était prêt à se mesurer à Netanyahou dans des primaires. Comme l'avait fait Gideon Sa'ar il y a quelque temps. Comme l'avait fait Gideon Sa'ar, et ça s'est mal terminé pour Gideon Sa'ar. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donnerait en cas de confrontation. N'oublions pas que Benjamin Netanyahou est encore extrêmement populaire, d'abord à l'intérieur du Likoud, et ensuite à l'intérieur même de la population israélienne. Il ne faut pas croire que parce que le gouvernement Bennett est en place et marche bien, les gens se détachent de Netanyahou. Et on voit bien que dans la rue israélienne, il y a encore beaucoup de gens pour qui le Premier ministre c'est, et ça doit être, Benjamin Netanyahou. Donc, que va-t-il se passer au cours, disons, des mois prochains, de l'année à venir? Impossible de savoir, chacun fait ses calculs et il faut évidemment savoir ne pas se tromper. Si on se colle trop à Netanyahou et qu'il décide de quitter le pouvoir, on a perdu. Et donc là, tous ces gens, Barkat, Miri Regev, Ohana et tous ces dirigeants du Likoud sont en train de réfléchir à leur propre avenir. Et est-ce que cet avenir passe toujours par Netanyahou ou non? Chacun fait son propre calcul. Autre sujet à la une de l'actualité israélienne, Ilan Grayzhammer, les tensions en Éthiopie qui sont suivies de très près côté israélien. Une escalade oppose actuellement les forces gouvernementales au front de libération du peuple du Tigré et des milliers de Falashmoura attendent à Addis Abeba de faire leur alia. Absolument. Et évidemment, c'est une très grosse préoccupation pour nous, pour les Israéliens. On suit ce qui se passe en Éthiopie, cette guerre civile qui est assez terrible. Or, à Addis Abeba et autour d'Addis Abeba sont ces camps de Falashmoura, de gens qui attendent de monter en Israël. Là, je vais prendre position. Je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'Israël attend pour faire monter ces masses de Falashmoura. Organiser une opération spéciale d'évacuation. Alors, c'est ce que beaucoup voudraient. D'un autre côté, il y a eu des avertissements de la part des services israéliens, du Shin Bet israélien, que ce n'est pas une bonne idée, parce que une sorte de grande entreprise d'évacuation en Israël pourrait très fortement mécontenter le gouvernement éthiopien. Et évidemment, la dernière chose qu'Israël veut actuellement, c'est une rupture avec le gouvernement éthiopien. Donc, on est en train de se demander quoi faire, comment faire, et surtout, est-ce que cette population d'Olim potentielle en Israël, est-ce qu'elle est vraiment en danger? Est-ce que c'est un danger immédiat, extrêmement sévère? C'est une des grandes discussions de cette semaine en Israël.
Un dernier mot pour terminer, Ilan, sur la lutte contre le coronavirus. C'est un thème qui revient évidemment chaque semaine dans l'actualité, pour ne pas dire tous les jours. Le gouvernement israélien va décider cette semaine de vacciner ou pas les enfants de 5 à 12 ans. Je crois que la grande majorité des Israéliens est beaucoup moins intéressée par le budget ou par ce qui se passe en Éthiopie. Non, la grande question, c'est logique, puisque vraisemblablement dans les jours prochains, le gouvernement israélien va donner son feu vert au vaccin des enfants de 5 à 12 ans, tout en laissant cette fois-ci, contrairement au vaccin, disons, des adultes qui a été fortement encouragé, cette fois-ci, le gouvernement dira, écoutez, voilà, vous pouvez faire le vaccin, nous vous encourageons à faire le vaccin, mais vous décidez, ce sont quand même des enfants, de petits-enfants, et à l'heure actuelle, en Israël, dans les réseaux sociaux et partout, dans la presse, dans la télévision, et les pour et les contre sont en train de se mesurer. Si vous me demandez mon avis personnel, mais c'est déjà... c'est déjà mes petits... Non, je ne suis pas médecin, mais j'ai des petits-enfants justement dans ces âges de 5 à 12 ans et je conseillerais de les vacciner. Il n'y a aucune raison, à mon avis, pour ne pas les vacciner. Mais là encore, dans mon environnement, je vois des parents qui sont très indécis à cet égard. Mais permettez-moi d'ajouter quelque chose. Oui. De ce matin, on vient d'annoncer qu'une société pharmaceutique de Kiryat Shmona, justement à l'extrême nord d'Israël, développe en ce moment une sorte de pilule à la place des injections. Et évidemment, cette pilule, si elle a le même effet que le vaccin, sera beaucoup plus facile à utiliser et à répandre dans le tiers-monde, notamment. Voilà encore une grande avancée, je dirais, technologique de l'État d'Israël dont on peut être fier. Merci beaucoup, Ilan Greilzamer. On verra si le monde suit également de près cette nouvelle technologie qui se développe donc à Kiryat Shmona. La semaine politique israélienne d'Ilan Greilzamer est à réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci beaucoup, Ilan. Bonne semaine à vous et à lundi prochain.